J'ai regardé mon téléphone comme s'il m'avait giflé. C'était là dans la discussion du groupe familial, pas un message secondaire, pas une blague privée. Juste là, à la vue de tous. Cassandra, personne ne viendra à ta fête d'anniversaire. Grandir. J'ai cligné des yeux 2 fois. Mon pouce survolait l'écran. J'ai vérifié à nouveau les cendres juste pour m'en assurer. Ouais, c'était elle, ma femme depuis 6 ans. Puis vint la réponse presque instantanément, Tara. Sa sœur ne voulait jamais manquer une photo bon marché, Tara cadeau d'un clown triste tenant des ballons sous la pluie. Les petites réactions émojis ont suivi, des visages rieurs, un pouce levé de sa cousine Darnell. Même sa tante Joanne a envoyé un MDR. Personne n'est intervenu. Personne n'a demandé si cela était peut-être déplacé. Et Cassandra, elle ne s'est pas rétractée, elle n'a pas dit qu'elle plaisantait, elle n'a même pas envoyé de suite, silence. J'étais assise là dans mon propre salon, portant la chemise qu'elle m'avait achetée pour Noël l'année dernière, regardant cet écran lumineux comme si c'était une fenêtre sur une vie à laquelle je n'appartenais plus. J'ai tapé un mot, moi j'ai compris. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas demandé pourquoi, je n'ai pas essayé de sauver la face ou d'appeler qui que ce soit. Cela ne servait à rien. Si quelqu'un avait placé un miroir devant moi, il n'aurait pas vu un homme. Ils auraient vu une ombre s'accrocher à une relation qui avait cessé de respirer depuis longtemps. Je pose doucement le téléphone, comme si son poids risquait de me claquer des doigts. Ensuite, je me suis dirigé vers la table de la cuisine où se trouvait mon ordinateur portable, toujours ouvert plus tôt dans la journée, lorsque je payais mes factures. C'était déjà un anniversaire tranquille, pas d'appel, pas de cadeau, juste moi travaillant à distance, écoutant le bourdonnement sourd du réfrigérateur. Je me suis convaincu que les gens préparaient quelque chose de discret, que peut-être Cassandra avait prévu quelque chose plus tard. Un dîner, une carte, quelque chose que j'aurais dû mieux connaître. Je me suis connecté au compte bancaire, celui que nous utilisions tous les deux, celui que j'avais rempli, et le voilà, $1,73 prévu pour traiter demain le paiement mensuel des frais de scolarité de Cassandra en médecine, celui que je couvre chaque mois comme sur des roulettes. Elle avait des rêves. J'ai respecté ça. Elle voulait devenir médecin. Elle a dit que nous construisions un avenir, a-t-elle déclaré. Sauf que je ne construisais rien, je le finançais juste. En un clic, j'ai annulé le paiement automatique. La banque a affiché une invite de confirmation. Es-tu sûr? J'ai cliqué, oui, toujours pas de panique. Toujours pas de colère, juste de la clarté, celle qui s'enroule autour de toi, pas comme un feu mais comme un vent froid. Vous ne criez pas, vous inspirez simplement et vous savez que quelque chose a changé pour toujours. Ensuite, j'ai ouvert le compte de location de voiture. L'élégante berline noire qu'elle conduisait n'était pas à son nom, mais au mien. Je le paie depuis 3 ans. Cassandra l'appelait sa voiture de réseautage. Elle en avait besoin pour les stages cliniques, a-t-elle déclaré. Elle m'a convaincu. Sa voiture a fait forte impression lorsqu'elle s'est arrêtée à l'hôpital. Il était désormais temps de reprendre les clés. J'ai appelé le bureau de location. La voix à l'autre bout du fil était joyeuse. Monsieur Whittaker, comment puis-je vous aider? Je dois planifier un ramassage de récupération. Idée du véhicule, 7098 WX. Il est restitué, avec effet immédiat. Le chauffeur laissera les clés à la réception. Annulez tous les utilisateurs autorisés sauf moi. J'ai donné l'adresse du logement de Cassandra sur le campus. La femme ne s'arrêta qu'un instant puis dit, notez, monsieur, autre chose. J'ai regardé mes mains, non, c'est tout. Après l'appel, j'ai attrapé mon portefeuille et j'ai parcouru toutes les cartes de crédit liées à mon nom, le sien inclus. Elle en avait 4, courses, essence, trajet Uber, commande en ligne, tout cela grâce à mon crédit. Il n'a pas fallu longtemps pour les fermer. À chaque clic, je sentais quelque chose se dérouler en moi, comme si une corde qui avait été trop longtemps tendue finissait par se détacher. Je ne me sentais pas puissant. Je ne me sentais pas fier. Au contraire, je me sentais gêné. Pas parce que je débranchais, mais parce que je l'avais laissé fonctionner si longtemps, parce que j'avais financé la vie de quelqu'un d'autre pendant que la mienne était en pause. Parce que je croyais à chaque merci, à chaque semestre de plus, à chaque mensonge enveloppé d'amour. J'avais confondu fidélité et soumission. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le gâteau à moitié décoré sur la table basse. Je l'avais récupéré plus tôt dans la matinée. Du chocolat,
celui qu'elle disait être trop sucré pour elle mais parfait pour moi. Il y avait une petite décoration dorée dessus. Joyeux 35e mille. J'ai ri une fois, pas fort, le genre de rire qui fait mal à la poitrine. Puis je me suis levé, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai placé le gâteau à l'intérieur. Peut-être que je le mangerai demain, ou peut-être pas. Peut-être qu'il resterait là jusqu'à ce que le glaçage se fissure. Je me suis versé un verre d'eau. Ma main n'a pas tremblé. Elle n'était pas encore rentrée à la maison. Elle était probablement avec Tara ou avec des amis, peut-être même Victor, son ex. Je n'en étais pas sûr. Et pour la première fois, je m'en fichais. Je n'allais pas attendre. Je n'allais pas répéter des lignes dans ma tête, car quand elle est entrée et a fait comme si de rien n'était, j'avais fait cette danse trop de fois. Au lieu de cela, j'ai éteint la lumière du salon, je me suis dirigé vers la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Ce n'était pas une vengeance, c'était la réalité. Et j'allais enfin m'en rendre compte. Je ne suis pas devenu idiot du jour au lendemain. Ce genre de chose s'est produit lentement, comme une fuite lente sous l'évier. Vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que les lames de parquet gonflent et sentent la pourriture. C'est ce qu'était devenu mon mariage avec Cassandra, une pourriture tranquille, polie en surface, habillée professionnellement, des sourires articulés lors des dîners, mais la cour creuse. Lors de notre première rencontre, je pensais avoir trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Elle a parlé avec conviction, m'a regardé dans les yeux et a fait des plans comme si l'avenir était à nous. Je vais devenir médecin, m'a-t-elle dit lors de notre troisième rendez-vous, en faisant tournoyer la paille dans son thé glacé. Mais je veux construire quelque chose de plus grand que la médecine. Je veux être une voix, disait-elle si facilement à l'époque. Nous construirons ensemble, nous voyagerons. Quand j'aurai fini ma résidence, nous investirons dans des cliniques. Nous ferons quelque chose qui compte. Je travaillais alors dans l'architecture commerciale, gérant des comptes de niveau intermédiaire, un argent stable, de longues heures, pas glamour mais honnête. Elle a dit qu'elle admirait ça. Elle a dit que je l'avais fait se sentir stable. Et quand elle est entrée à l'école de médecine son troisième essai, c'est moi qui ai bu du champagne. Pas ses parents, pas sa sœur Tara, pas même sa meilleure amie de premier cycle, moi. J'ai payé la caution, j'ai cosigné le logement, j'ai réduit mes vacances, j'ai vendu ma vieille voiture et j'ai accepté des contrats en freelance pour couvrir les frais de scolarité, tout en gérant le loyer et les services publics. Nous sommes une équipe, répétait-elle. Mais je ne pense pas que Cassandra ait jamais voulu une coéquipière. Je pense qu'elle voulait un sponsor, avec le sourire. Au début, ce n'était que de petites choses. Elle a arrêté de me présenter correctement. Nous serions quelque part et elle dirait « Oh, c'est Miles », sans le mot mari à proximité. Une fois au gala de son école, quelqu'un m'a demandé si j'étais son frère ou son propriétaire. Elle a ri et ne les a pas corrigés. Je l'ai laissé glisser. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais sensible, qu'elle était juste concentrée sur l'école et qu'elle ne voulait pas de drame. Mais ensuite est venue la vie d'influenceur. C'est comme ça que je l'appelais dans ma tête. C'était d'abord des vacances d'études, des journées au spa, puis des retraites de yoga avec Tara, puis des sacs à main de créateurs pour l'apparence et la confiance, une meilleure garde-robe, un nouveau téléphone, des voyages avec des camarades de classe, un week-end spontané à Porto Rico. Qui, selon elle, était un séminaire parrainé par l'école. Pas de photos de conférence, cependant, juste elle et Tara buvant des cocktails sur un bateau. Je ne l'ai pas remis en question à voix haute. Je l'ai avalé comme un médicament. Vous savez que cela va vous rendre malade, mais vous continuez à le prendre parce que l'étiquette dit « faites-lui confiance ». Je suis devenu le système de soutien invisible, l'homme de l'ombre. Pendant que Cassandra posait sur Instagram avec des stéthoscopes et des légendes comme futur guérisseur, toujours en train de se bousculer, j'étais en arrière-plan pour payer les factures, budgétiser les courses, sauter mes propres rendez-vous chez le dentiste, réparer le toit moi-même quand nous avons eu une fuite parce qu'embaucher quelqu'un coûtait trop cher. À l'heure actuelle, nous avons arrêté de sortir ensemble. Fini les soirées cinéma, les longues promenades, les conversations aléatoires à 2 heures du matin sur la vie, juste le silence et la lueur de l'écran de son ordinateur portable. La dernière fois que nous avons eu un vrai dîner, c'était il y a presque un an, je m'en souviens, parce que c'était mon idée et elle avait oublié que c'était notre anniversaire. Jusqu'à ce que nous soyons déjà assis, elle a passé la majeure partie du repas à envoyer des SMS sous la table. Lorsque le serveur m'a demandé si nous fêtions quelque chose, j'ai répondu « oui, 6 ans ». Cassandra sourit poliment et dit « waouh, déjà ». Cette nuit-là,
je restais éveillé à regarder le plafond, me demandant combien de temps il faudrait à quelqu'un pour oublier ce en quoi il vous suppliait de croire. Mais ce qui m'a vidé, plus que l'argent, plus que la solitude, plus que d'être réduit à une note de bas de page dans sa vie publique, c'est mon effacement social complet. Elle a dit aux gens que nous vivions ensemble. Elle n'a jamais utilisé le mot marié. Un jour, alors que j'ai visité son campus avec des plats à emporter pendant sa semaine d'études, un de ses camarades de classe m'a demandé si j'étais son oncle. Elle a ri puis a dit « Oh, il est juste en train d'aider ». J'ai eu de la chance avec mon colocataire. C'était la première nuit que je dormais sur le canapé sans rien dire et elle ne l'a pas remarqué. Ou peut-être qu'elle l'a remarqué et s'en fichait. Je pense qu'une partie de moi attendait toujours qu'elle s'en sorte, qu'elle réalise ce que nous perdions. Mais il n'est jamais venu. Chaque fois que j'essayais de parler, elle soupirait, « Ne pouvons-nous pas faire ça maintenant ?» Vous choisissez toujours les pires moments pour avoir ces conversations. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour moi. J'ai compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est comment je suis devenu le méchant de son histoire, comment mes sacrifices sont devenus ses blagues, comment ma loyauté s'est transformée en quelque chose de jetable. Et pourtant, je continuais à payer, je continuais à croire que peut-être, juste peut-être, une fois qu'elle aurait obtenu son diplôme, les choses s'arrangeraient, nous retrouverions notre rythme, nous ferions ce voyage dont nous parlions, nous arrêterions de survivre et commencerions à vivre. Mais l'espoir, j'ai appris, peut être dangereux, surtout lorsqu'il n'est pas partagé. J'ai commencé à tenir un journal, pas un de ces genres poétiques reliés en cuir. Juste une note numérique sur mon téléphone intitulée Preuve de soi. J'ai écrit les choses qu'elle a dites, ce qu'elles m'ont fait ressentir, les dates où j'ai payé mes frais de scolarité, les moments où je l'ai surprise en train de mentir. Je ne l'ai pas fait pour la dénoncer, je l'ai fait pour me rappeler que je n'étais pas fou, parce que le gaslighting ne s'accompagne pas toujours de cris. Parfois, cela s'accompagne de silence, de haussements d'épaules passifs, d'une lente suppression de votre valeur jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous avez apporté à la table. Les gens pensent que la trahison est bruyante, un scandale, une dispute, une confession en larmes. Mais parfois c'est calme. Parfois, c'est dans la façon dont ils arrêtent de te dire merci, dans la façon dont ils lèvent les yeux au ciel quand tu entres, dans la façon dont ils arrêtent de t'appeler bébé et commencent à t'appeler toi. Je finançais un fantasme, mais ce n'était pas le mien. Et quelque part au fond de moi, je crois que je le savais. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre, parce qu'une fois qu'on admet la vérité, il faut faire quelque chose. Et à l'époque, je ne pensais pas en avoir la force. C'était Thanksgiving que je n'étais pas censé voir. Avec le recul, cette journée n'a pas seulement laissé une cicatrice. Cela a ouvert une porte. J'avais passé trop de temps à faire comme si je n'étais pas là. Cela m'a montré, clairement comme le soleil sur une vitre, que j'avais déjà été exclu de son histoire. Je n'avais tout simplement pas rattrapé le scénario. La semaine précédente, Cassandra avait mentionné qu'elle passerait Thanksgiving avec sa famille et que ce ne serait qu'une petite chose, j'avais supposé que nous allions ensemble. Nous l'avons toujours fait. Bien sûr, c'était généralement chez sa mère ou chez Tara, mais toujours en famille. Je ne l'ai pas remis en question. J'ai même proposé de récupérer une bouteille de vin et des fleurs. Elle a dit qu'elle l'avait couvert. Puis, le jour même, vers 14 heures, j'ai réalisé que je n'avais pas eu de nouvelles d'elle. Pas de SMS, pas d'appel, rien. La maison était calme. Sa brosse à dents avait disparu de son support, tout comme le bon parfum qu'elle ne portait que la nuit. Elle voulait impressionner quelqu'un. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Je n'avais pas l'air en colère, juste déçu et fatigué. Je me suis brossé les cheveux, j'ai enfilé une chemise, j'ai quand même pris le vin que j'avais acheté et je me suis rendu chez Terrara. Je n'ai dit à personne que je venais. Une partie de moi savait au fond de moi que je n'étais pas censé être là, mais une autre partie espérait encore. C'était mon problème, j'espère. L'allée était pleine de BMW, de Lexus, de SUV et même d'une Tesla garée sur la pelouse comme une salle d'exposition. Je suis entré par la porte latérale, où je pouvais déjà entendre de la musique et des rires venant du patio arrière, des voix fortes et vertigineuses, quelqu'un qui tintait un verre. Quand je suis entré dans la maison, l'air sentait la cannelle, la dinde et le faux pardon. Tout était parfaitement décoré, des feuilles d'or le long du manteau, des lumières chaudes autour des portes, une longue table tendue dans la salle à manger. Et c'est là que je l'ai vue, Cassandra, cheveux lissés, maquillée, impeccable, riant avec un verre de vin à la main, comme si elle n'avait pas de mari à moins de 6 mètres. Elle ne m'a pas remarqué au début, elle était trop occupée à présenter quelqu'un.
Voici Victor, a-t-elle dit à un groupe de ses camarades de classe, un ami proche de la famille, Victor Bray. Je l'avais déjà vu une fois, il y a des années, une photo quand nous sortions ensemble. Elle m'a dit qu'il appartenait à l'histoire ancienne. Une erreur, juste une aventure. Il ne ressemblait pas à de l'histoire ancienne cette nuit-là. Il ressemblait à l'invité d'honneur. Il découpa la dinde, il versa le vin, il se tint au bout de table tandis que Cassandra était assise à côté de lui effleurant le bras plus d'une fois. Quand elle m'a finalement vu, son visage s'est figé pendant une seconde. Puis elle a incliné la tête et a souri comme si j'étais un quartier errant par accident. « Miles, dit-elle d'une voix trop douce. Tu ne m'as pas dit que tu venais. J'ai apporté du vin. J'ai dit en le levant. Oh, merci a-t-elle répondu en se détournant déjà. Il y a de la place au bout de la table des enfants, a-t-elle montré, et j'ai suivi son doigt, jusqu'à une table d'appoint dans le couloir avec 3 chaises pliantes et une nappe en plastique. J'ai siroté le vin bon marché qu'elle m'a tendu et j'ai regardé Victor rire avec elle comme s'ils étaient déjà dans les albums photos. Puis Tara a levé son verre pour porter un toast. À l'ambition, elle a dit ces mots lentement et délibérément, au pouvoir et aux vrais partenaires qui nous ont soulevés. La salle a ri. Ma poitrine était serrée mais mon visage est resté calme, je n'avais pas ma place ici et il s'assurait que je le savais. Effacer le lave-vaisselle. Personne ne me l'a demandé. C'est juste ce que j'ai fait, une vieille habitude. J'ai empilé les assiettes. J'ai rincé les couverts dans la cuisine. J'ai vu le reçu de restauration collé sur le réfrigérateur. Plus de $1000. J'ai reconnu le montant facturé. Il provenait de notre compte commun. Elle n'en avait pas parlé. De retour à la maison, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé Observation. J'y ai commencé à stocker des copies de reçus, des captures d'écran et des emails. Je n'avais encore rien prévu, j'avais juste besoin de préserver la réalité avant qu'elle ne soit transformée en gaz. Les gens pensent que la trahison est un moment unique. Un scandale de tricherie, une bague sur le trône, une dispute dans un parking. Mais ce n'était pas comme ça. Pour moi, c'était lent, c'était calme. C'était un Thanksgiving où j'étais le seul à ne pas le savoir. Je n'étais pas censé être là. Cette nuit-là. Je restais allongé dans mon lit en écoutant Cassandra rentrer à la maison. Heures plus tard. J'ai fait semblant de dormir. Elle n'a pas dit un mot, pas même un murmure d'explication. Elle a juste branché son téléphone, s'est mise sous les couvertures et s'est détournée de moi. Le pire n'était pas le silence, c'était de réaliser que je m'y étais habitué. Mon 35e anniversaire était censé être tranquille, rien d'extraordinaire, juste un dîner, quelques amis, peut-être une carte, si Cassandra s'en souvenait. Je n'avais pas besoin d'une fête. Je ne m'attendais pas à des ballons, des confettis ou des discours. Je voulais juste des cadeaux de remerciement, quelque chose de réel. Au lieu de cela, j'ai eu le silence. Enfin, pas entièrement. J'ai une chose, un message, 13 mots, un coup de poing déguisé en texte de groupe, personne ne viendra à ta fête d'anniversaire. Grandir. Cela est venu de Cassandra lors de la discussion du groupe familial. Aucun avertissement, aucun suivi, juste ça. Puis sa sœur, Tara, toujours prompte à intervenir avec les cœurs, a laissé tomber le gif du clown, celui aux yeux tristes et à un seul ballon marchant sous la pluie. Personne n'a appelé pour me voir, personne n'a demandé si c'était une blague, personne n'a dit « Eh, Miles, joyeux anniversaire ». Quoi qu'il en soit, c'était intentionnel. Un dénigrement public, un exil numérique, le genre de choses qui vous dit « vous n'êtes pas seulement oublié, vous êtes en train d'être effacé ». Et c'est à ce moment-là que le poids s'est finalement levé. Pas la douleur qui restait, mais l'illusion, le mensonge que je n'avais cessé de nourrir, à savoir qu'elle avait peut-être juste besoin de temps, ou que je devais simplement être plus patient, ou qu'un jour elle se souviendrait de qui nous étions. Cette illusion s'est brisée et dans le calme qui a suivi, quelque chose de nouveau a pris sa place, Resolve. J'avais prévu un dîner ce soir-là, juste un petit, avec quelques amis proches à mes côtés, un restaurant cosy. J'ai réservé 2 semaines à l'avance. J'avais appelé à l'avance pour confirmer la réservation et j'avais même choisi le vin pour la table. J'avais envoyé un texto à Cassandra pour lui indiquer l'heure et le lieu. Elle l'aurait lu. Pas de réponse, mais je me suis quand même présenté. Je suis entré dans le restaurant à 19h02. L'hôte a souri et m'a conduit à une table dressée pour 8 personnes. Une bougie vacillait au centre, des lunettes brillaient,
Le menu avait un joyeux 35, Monsieur Whittaker imprimé sur le dessus et une écriture dorée. Je me suis assis, j'ai attendu et j'ai attendu. Au bout de 20 minutes, l'hôte est arrivé doucement. « Voulez-vous attendre encore un peu, monsieur ?» Je l'ai regardé, j'ai souri. Non. J'ai dit, je pense que j'ai attendu assez longtemps. Je lui ai donné un double pourboire, je l'ai remercié d'avoir si joliment mis la table, puis je suis parti. Ce retour à ma voiture a été les 5 minutes les plus solitaires que j'ai vécues depuis longtemps, mais c'était aussi la plus honnête. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas écouté de musique. J'ai simplement laissé le silence s'installer et je me suis posé la question la plus difficile que j'avais évitée depuis des années: combien de plus de vous-même allez-vous échanger contre quelqu'un qui continue de vous offrir moins? À mon retour, la maison était sombre. Cassandra n'était plus à la maison. Pas de surprise, ses horaires de cours de médecine étaient imprévisibles, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Je m'en fichais de savoir où elle était. Plus maintenant. Pas après cela, je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau dossier. Je l'ai nommé. Un seul mot, séparation. À l'intérieur. J'ai commencé à tout organiser. J'avais tranquillement rassemblé des captures d'écran de ces messages avec Victor, ceux que je n'étais pas censé voir, des virements bancaires de notre compte commun vers son fonds d'urgence qui ne semblait jamais diminuer. Des emails à son conseiller pédagogique dans lesquels elle me désignait non pas comme son mari mais comme son concubin. Des photos de ce dîner de Thanksgiving où elle était assise à côté de son ex comme si je n'existais pas. J'ai extrait des mémos vocaux de 2 petits extraits que j'avais enregistrés lorsque je l'entendais parler à sa sœur ou à ses camarades de classe sur haut-parleur, des choses comme « ce n'est pas un mari, c'est un investisseur avec des émotions ». Et honnêtement, une fois ce diplôme obtenu, j'en ai fini aussi. Le tout compilé, étiqueté, horodaté. Cela ne semblait pas vengeur, cela semblait nécessaire. Des gens comme Cassandra construisent des murs avec le sourire. Ils vous éclairent si doucement que vous commencez à croire que la pièce tourne parce que vous avez le vertige, pas parce qu'ils font trembler le sol. J'ai donc construit ma propre version de la vérité, brique par brique. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Mes pieds touchèrent le sol avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai préparé du café, ouvert l'application bancaire et annulé le paiement mensuel des frais de scolarité $17 300. C'est parti en un seul clic. Elle ne le remarquerait même pas jusqu'à ce que l'école lui envoie l'avertissement. Puis j'ai appelé le service de location et j'ai récupéré les cartes de crédit, suivi, ensuite coupe fermée, toutes liées à moi, toutes silencieuses. Maintenant, à midi, le monde avait l'air pareil, mais ce n'était pas le cas pour moi. Je suis entré dans la chambre, j'ai jeté un dernier coup d'œil à son côté du placard, plein de vêtements. J'avais payé des chaussures de marque dont elle prononçait de mauvais flacons de parfum qui coûtaient plus cher que notre canapé. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'avait jamais prévu de rester. Elle a construit une rampe de lancement en utilisant ma patience. Et maintenant, avec son diplôme presque terminé, elle avait commencé le compte à rebours, un texte cruel à la fois. Mais l'erreur qu'elle a commise. Elle pensait que j'attendrais le départ de la fusée avant de remarquer la fumée. Elle pensait que je resterais là à lui dire au revoir, souriant comme un imbécile, alors qu'elle s'envolait vers un avenir que j'avais financé. Mais cette fois, je m'éloignais de la rampe de lancement. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me sentais pas petit, je me sentais libre. 2 semaines après la discussion de groupe, Cassandra m'a envoyé un message qui disait simplement « Parlons comme des adultes ». Dîner chez maman. Pas de drame, Terra, et je veux juste mettre les choses au clair. J'ai regardé le message pendant un long moment, non pas parce que je ne l'ai pas compris, mais parce que je l'ai trop bien compris. Ce n'était pas des excuses, ce n'était pas la paix, c'était le contrôle, habillé de politesse. Elle croyait toujours que je pouvais être contrôlé, manipulé, que je me présenterais comme un chien fouetté, prêt à être grondé pour avoir mordu la main qui le nourrissait. Mais j'ai répondu, bien sûr, car cette fois je ne venais pas mendier, je venais enterrer l'illusion une bonne fois pour toutes. Cet après-midi-là, j'ai emballé un petit sac polochon. À l'intérieur, j'ai placé un dossier noir avec des séparateurs étiquetés, une clé USB, un document imprimé de notre compte commun et une seule feuille de document de logement sur laquelle j'étais tombé par hasard il y a quelques semaines. J'ai glissé une paire de vieux reçus, une capture d'écran ou 2, et je l'ai fermé. Je n'avais pas besoin d'une foule, je n'avais pas besoin d'un discours, j'avais besoin de vérité.
Quand je suis arrivé chez la mère de Cassandra, la table était déjà mise, serviettes fantaisie, verre à vin, bougies parfumées. Tara se tenait près de la cuisine avec un sourire suffisant, comme si elle savait déjà comment se déroulerait cette nuit. Leur mère, Gloria, m'a fait un sourire serré en entrant, le même sourire qu'elle avait lors de notre mariage. Poli, contrôlé et sincère. Cassandra m'a accueilli avec un baiser sur la joue, le genre de baiser qu'on ferait à un cousin lors d'un enterrement. Merci d'être venu, dit-elle. Elle portait des perles. Pas ceux que je lui ai achetés, même si ceux-ci étaient nouveaux, subtils et chers. Je me demandais qui les lui avait donnés. Nous nous sommes assis. J'ai pris le siège le plus proche du fond. Ils m'ont flanqué, Tara à ma gauche, Cassandra à ma droite, Gloria, juste en face. Parlons simplement de l'éléphant dans la pièce, commença Tara. Elle n'a jamais perdu de temps. Votre réaction au message de Cass a été extrême, couper ses frais de scolarité, reprendre possession de la voiture, Miles, c'était enfantin. J'ai hoché la tête, laissant les mots s'installer. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Cassandra s'éclaircit la gorge. Tu m'as embarrassé, Miles. Il n'était pas nécessaire de faire une scène. Nous aurions pu parler. Je n'ai pas fait de scène, dis-je doucement. J'ai pris la responsabilité de mes finances. Vous m'avez aveuglé. Cria-t-elle. Vous avez posté un cadeau de clown avec votre sœur lors d'une discussion de groupe le jour de mon anniversaire, lui ai-je dit calmement. Je suppose que nous avons différentes définitions du côté aveugle. Sa mère leva la main comme si elle était une juge présidant un petit tribunal. Assez, vous êtes tous les deux adultes. Ce mariage peut encore être sauvé, mais tu dois arrêter d'agir comme une victime, Miles. Cassandra construit quelque chose d'important, une carrière en médecine. Vous mettez cela en péril avec votre colère. Je laisse le silence s'étendre. Ensuite, j'ai fouillé mon sac, j'en ai sorti le dossier et je l'ai posé sur la table. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Cassandra. Je l'ai fait glisser. Preuve de quoi ? Du rôle que je jouais, de la durée pendant laquelle je l'ai joué et du peu qu'il signifiait pour toi. Cassandra roula des yeux. Sérieusement, tu as apporté des reçus. Terrari. C'est tellement dramatique. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une transcription imprimée d'un message vocal. J'avais enregistré one où Cassandra était au téléphone avec 2 camarades de classe. Elle riait. Il est tellement ennuyeux mais utile, il paie tout à temps. Je l'appelle mon mari investisseur. C'est comme avoir une bourse humaine. Je n'ai pas parlé, j'ai juste posé la transcription imprimée sur la table. Le visage de Cassandra pâlit. Cela a été sorti de son contexte. J'ai brandi une clé USB. Il y a du son. Gloria bougea sur sa chaise. Vous l'avez enregistré. J'ai hoché la tête. Après un moment. J'avais besoin de me rappeler que je n'étais pas fou. Tara se leva. C'est pathétique. C'est juste un homme qui ne peut pas gérer une femme forte. J'ai ouvert la section suivante, message texte entre Cassandra et Victor, les cœurs, clins d'œil et plans habituels. Mais une ligne s'est démarquée. Je l'ai surlignée en jaune. Une fois mon diplôme obtenu, je serai libre. Il pensera qu'il m'a aidé à devenir, mais il n'était que ma subvention. Cassandra tendit la main et essaya de saisir le papier. Je l'ai retiré. Ensuite, j'ai présenté la dernière pièce, une copie imprimée de son formulaire de demande de logement étudiant provenant du portail en ligne de l'école, qu'elle a laissé ouvert une fois sur l'iPad partagé. La section intitulée Futurs cohabitants a été remplie par Victor Bray, le même nom de famille que le mien, mais pas celui de la famille. Cassandra se leva maintenant. Vous avez fouillé mes affaires. Non, j'ai dit. Vous les avez laissés bien en vue. Tu pensais juste que je n'ouvrirais jamais les yeux. La pièce devint silencieuse. Tara brisa le silence en riant. Et alors ? Vous voulez du crédit pour être un portefeuille ambulant. Non, dis-je. Je veux une reconnaissance, mais à défaut, je me contenterai de la clôture. Le visage de Cassandra se durcit. Vous pensez que cela vous donne l'air intelligent ? Tout cela prouve que vous étiez assez amer pour monter un dossier. Je me suis levé. Non, ce que cela prouve, c'est que j'ai arrêté d'être assez stupide pour l'ignorer. J'ai zippé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et j'ai regardé les 3 femmes. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas là pour me venger.
Je suis ici parce que j'ai enfin appris la différence entre l'amour et l'effet de levier. Terra ricana, alors tu pars? Je secouai la tête. Je suis déjà parti. Je suis juste revenu pour remettre la dernière facture et sur ce, je suis parti. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de larmes, juste la vérité et la liberté. Je ne m'attendais pas à ce qu'on sonne à la porte, ni ce soir-là, ni après le dîner, ni après. J'ai tout mis à nu sur la table comme une tempête silencieuse et je suis sorti sans me retourner. Mais quand il y eut 3 bourdonnements aigus consécutifs comme si quelqu'un essayait de briser le silence, je savais déjà de qui il s'agissait. J'ai ouvert la porte lentement et il était là, Léo Stanton. Je ne l'avais pas vu depuis presque 1 an. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était lors d'un événement caritatif. Cassandra m'a entraîné. Lui et Cassandra avaient échangé un regard que je n'avais pas bien compris à l'époque, un de ces regards qui portent trop d'histoire, trop de silence derrière les yeux. Peu de temps après, Léo a dit, pas d'appel, pas de SMS. Il a cessé de se présenter aux réunions de groupe et a même cessé de suivre Cassandra sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il s'était peut-être disputé ou qu'elle avait dit quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Je n'ai pas demandé. Honnêtement, j'étais trop fatigué à l'époque pour chasser une personne de plus dans son entourage. Il était maintenant à ma porte avec une petite enveloppe marron. Tu ressembles à un enfer, dit-il. J'ai esquissé un léger sourire. Tu as toujours été honnête. Il haussa les épaules, vous m'avez laissé entrer. Je me suis écarté. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, au même endroit où j'avais l'habitude de consulter les relevés mensuels de scolarité. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai regardé ce qui s'est passé lors de ce dîner. Dit Léo en plaçant l'enveloppe entre nous. Je me suis garé dans la rue, j'ai attendu le bon moment. J'ai haussé un sourcil. Tu savais que je serais là. Il hocha la tête. Cassandra m'a dit qu'elle avait dit que ce serait un dîner de confrontation avec la réalité. Elle a pensé que je devrais venir voir à quel genre de réalité nous avions affaire et ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il l'a poussée vers moi. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des virements bancaires, des journaux de discussion, une photo de Cassandra et Victor dans un salon d'hôtel daté d'il y a 8 mois. Une copie d'un formulaire en ligne provenant d'une subvention de recherche médicale privée pour laquelle elle avait demandé à inscrire Léo comme son co-superviseur de projet. J'ai cligné des yeux, tu l'aidais, pas comme tu le penses, dit-il. Elle a utilisé mon nom sans rien demander, en disant que cela figurerait bien sur le formulaire. Je l'ai découvert 1 mois plus tard lorsque la fondation m'a envoyé par courrier électronique une note de remerciement pour avoir soutenu sa proposition d'éthique. C'est à ce moment-là que j'ai coupé les ponts. J'ai regardé les journaux. Pourquoi venir maintenant? Parce que les gens comme Cassandra ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que quelqu'un leur tende un miroir. Il se pencha en arrière. Je savais que tu ne le croirais pas si je te le disais. Vous aviez besoin de le voir, de le ressentir, de l'accepter par vous-même. Mon estomac s'est serré. Alors tu savais qu'elle trichait. Je savais qu'elle mentait sur bien plus que Victor, sur tout le reste. Je suis une femme travailleuse qui construit la performance de mes rêves. Tu n'étais pas son partenaire, tu étais son accessoire. Cela a frappé plus fort que prévu, non pas parce que c'était nouveau, mais parce que cela a finalement été prononcé à haute voix. Je nous ai versé à chacun un verre d'eau. Léo tapota le bord de sa pensée. Je suis aussi venu parce qu'il y a encore une chose. Il a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis me l'a tendu, un mémo vocal. J'ai appuyé sur play. La voix de Terra crépita dans le haut-parleur. Je ne me sens même pas mal. Il est si doux, Léo. Nous avons utilisé son nom pour ma nouvelle carte de crédit. Il ne l'a même pas remarqué. Cassandra dit que je devrais en retirer un autre avant qu'il ne lui pousse une colonne vertébrale. Je me suis figé. Léo a repris le téléphone et a dit doucement, c'est une fraude d'identité, Miles. J'ai déjà envoyé l'original à mon avocat au cas où vous voudriez déposer une plainte. J'ai regardé la table pendant un long moment. Tout ce que je pensais savoir sur ces gens se déroulait devant moi, pas seulement une trahison mais un vol, pas seulement une manipulation mais un effacement prémédité, et j'en avais souri, payé, vécu comme un personnage figurant dans un drame dans lequel il jouait. Léo se pencha en avant. Il ne s'agit plus seulement de votre mariage. Il s'agit de votre nom, de votre crédit, de votre identité. J'ai hoché lentement la tête, puis j'ai fait quelque chose qui m'a même surpris. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureux,
mais parce que tout cela avait finalement un sens. Ce n'était pas une tragédie, c'était un réveil. Plus tard dans la semaine, j'ai déposé le rapport de fraude au crédit. Léo m'a aidé à soumettre les documents. Nous avons rencontré un conseiller financier pour verrouiller mes comptes, geler l'accès et reconstruire ce qui avait été compromis. J'ai mis à jour les mots de passe, coupé tous les liens pour rejoindre des comptes, appelé la banque pour annuler toutes les autorisations ouvertes restantes. Puis Léo m'a remis une dernière chose, une enveloppe scellée, une cessation, dit-il, rédigée par mon avocat, contre Cassandra et Terra pour abus de mon nom et pour calomnie. Cela ne résoudra pas tout, mais cela démarre l'horloge. J'ai regardé l'enveloppe. Tu penses que ça va les arrêter? Il secoua la tête. Non, mais ça leur fait savoir qu'ils ne sont plus intouchables. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois parce que je n'étais plus seul. Et la prochaine fois que je me suis regardé dans le miroir, je n'ai vu aucune ombre. J'ai vu un homme reprendre sa forme. Je n'aurais jamais pensé devenir le genre d'homme qui publie sa douleur en ligne pendant la majeure partie de ma vie. Je crois que la dignité signifiait le silence, que gérer les choses comme un homme signifiait les avaler en entier et ne jamais laisser le monde te voir saigner, mais parfois le silence n'est pas noble. Parfois, ce n'est qu'une couverture, un piège déguisé en grâce. Et j'en avais fini de saigner à huis clos pendant qu'il souriait en public, façonnant un récit dans lequel j'étais l'imbécile et eux les architectes du succès. J'ai donc tout téléchargé. J'ai créé un blog privé, protégé par mot de passe au début, aucun nom dans l'URL, juste un fond blanc uni et un titre en texte noir. Quand l'amour est seul avec l'intérêt. J'ai commencé par la chronologie, puce, reçu, copie des dossiers financiers, paiement des frais de scolarité, panne de carte de crédit. Puis les captures d'écran, messages textes, clips vocaux. Pas de montage, pas de commentaires, juste des preuves. Je n'ai pas eu besoin de tordre quoi que ce soit. La vérité était déjà suffisamment déformée à elle seule. J'ai téléchargé la transcription du dîner de Thanksgiving, l'enregistrement où Terra m'a traité de petit portefeuille souple, le document de logement où Cassandra a indiqué Victor comme son futur colocataire et enfin la note vocale, sa voix claire comme du verre, riant avec ses camarades de classe. Il est essentiellement mon sponsor, mon distributeur émotionnel. Quand j'aurai mon diplôme, je l'encaisserai. Ça faisait mal de l'entendre à nouveau, même si je l'avais déjà joué 100 fois dans ma tête, l'entendre à haute voix me brûlait encore, mais il fallait le faire. Au bas de la page, j'ai laissé une seule phrase. J'ai tout donné et ils ont ri. Puis je me suis couché. Je n'en ai pas fait la promotion, je ne l'ai pas diffusé sur les réseaux sociaux ni laissé tomber le lien dans le chat familial comme une sorte de fantasme de vengeance. Ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas une campagne, c'était un grand livre, un record pour quiconque se demandait ce qui était arrivé à Miles Whittaker. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cela s'est propagé. Au début, ce n'était que quelques personnes, des amis communs, qui me suivaient toujours tranquillement même après que Cassandra m'ait décrit comme difficile ou épuisant émotionnellement. Puis d'anciens collègues, des camarades de classe de son programme et même quelques parents éloignés, du genre à ne jamais prendre parti lors des mariages mais qui savaient toujours quand quelque chose sentait mauvais. Les gens ont commencé à le partager, pas d'une manière bruyante et virale, mais d'une manière calme et indéniable, comme des chuchotements résonnant dans les couloirs. À la fin des premières 24 heures, la vidéo comptait 300 vues. Le lendemain soir, plus de 2000 commentaires ont commencé à affluer dans les messages privés, certains émanant de femmes disant « J'ai vécu ça aussi. Merci de l'avoir dit à haute voix. » D'autres hommes chuchotaient « Je pensais que j'étais fou jusqu'à ce que je lise ceci. » Un message venait de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, un professeur de l'école de médecine de Cassandra. « Monsieur Whittaker, j'aimerais vous parler confidentiellement. Votre documentation contient des préoccupations éthiques que notre conseil d'administration est tenu d'examiner. Vous n'êtes pas en difficulté, nous écoutons simplement. » Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. J'ai juste regardé le message, abasourdi. Il ne m'était pas venu à l'esprit que la vérité pourrait non seulement émouvoir les gens, mais ébranler les fondations. Terra a publié une histoire énigmatique sur Instagram. Certaines personnes ne peuvent pas avancer sans public. Cassandra m'a appelé 17 fois, toutes ignorées. Puis est arrivé l'email, veuillez le retirer. Cela nuit à ma réputation. Je te rembourserai. Ok, arrête de m'embarrasser. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Au lieu de cela, j'ai publié une mise à jour supplémentaire sur le blog, juste 2 lignes. Vous avez transformé notre mariage en bourse. Maintenant,
payez vos propres frais de scolarité. Après cela, j'ai désactivé les commentaires, non pas pour faire taire les gens, mais parce que je n'avais pas besoin de refrain. La représentation était terminée, le rideau était tombé, le dernier acte m'appartenait. J'ai marché le reste de la semaine comme si je flottais, non pas avec fierté mais avec soulagement, comme si ma peau avait enfin retrouvé sa forme, comme si je pouvais entrer dans une pièce sans rétrécir. J'ai croisé Victor une fois dans la rue, pur accident. Il m'a vu et a baissé les yeux rapidement en faisant semblant d'attacher une chaussure. J'ai juste continué à marcher. Cassandra a envoyé un dernier message cette semaine-là, vous m'avez ruiné. Aucune excuse, aucune appropriation, juste du blâme. Je l'ai supprimé parce que je ne l'avais pas ruiné. Je l'avais révélé, et pour une fois cela suffisait. C'est étrange à quelle vitesse une maison cesse de se sentir comme chez elle une fois l'illusion disparue. Notre condo était autrefois mon sanctuaire. J'ai peint les murs moi-même l'année où nous avons remménagé dans des gris doux et des blancs apaisants, des couleurs que Cassandra avait choisies sur un tableau Pinterest. Elle n'a plus jamais touché. J'ai installé l'éclairage, amélioré la cuisine, construit un petit coin bureau dans un placard pour qu'elle puisse étudier en toute tranquillité. Maintenant, tout cela ressemblait à un musée sur un mariage qui n'a jamais vraiment existé. Alors je suis parti, pas dans une évasion dramatique. Je n'ai pas claqué les portes ni fait mes valises avec fureur. J'ai déménagé avec la même précision discrète que j'avais appliquée à tout le reste, méthodique, respectueux, définitif. La vérité, c'est que je m'y étais déjà préparé. Il y a 6 mois, j'ai transféré la propriété du condo dans une fiducie légale à mon nom. Cassandra ne l'avait pas remarqué. Elle n'était pas impliquée dans la paperasse. Elle n'a pas posé de questions. Quand j'ai dit que nous devions simplifier nos actifs à des fins fiscales, elle a signé là où je le lui ai demandé. Alors, quand elle a essayé de déposer une plainte auprès de la direction du bâtiment exigeant que je sois expulsé pour l'avoir abandonné pendant les finales, ils l'ont poliment redirigée vers les records du titre. Et voilà, en noir sur blanc. Je le possédais. Elle ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas expulsé, je n'ai pas changé les serrures, je suis juste parti, j'ai pris ce qui était à moi, pas le canapé, pas la vaisselle, juste mes vêtements, mes outils, mes documents, ma liberté. J'ai trouvé un nouvel endroit au centre-ville, plus petit, plus moderne, une chambre, de hauts plafonds, de larges fenêtres. Ça sentait la peinture neuve et la seconde chance. J'ai payé la caution d'avance, pas de cosignataire, pas de clé partagée. Je ne l'ai pas meublé avec du vieux, je n'ai pas traîné les fantômes avec moi. J'ai recommencé et j'ai accroché un cadre au-dessus de mon bureau, une copie imprimée du billet de blog qui a tout déclenché. Quand l'amour est seul avec l'intérêt, c'était plus qu'une clôture. C'était un rappel que le silence n'est pas la paix, que les limites sont une forme d'amour et que parfois la seule façon de reconstruire est de brûler le plan que l'on utilisait auparavant. Le blog a continué à s'agrandir même après que j'ai arrêté de le mettre à jour. Les courriels ont afflué, non pas de haineux ou de trolls, mais de survivants, de personnes coincées dans des relations où elles n'étaient rien d'autre qu'un échafaudage émotionnel, de personnes qui avaient été moquées, manipulées, effacées. Une femme a écrit, en lisant votre histoire, j'avais l'impression que quelqu'un allumait les lumières dans une pièce dans laquelle je ne savais pas que je dormais. Cette ligne est restée avec moi. Cela m'a fait penser que je pourrais peut-être faire plus. J'ai toujours eu un don pour la structure, pas seulement dans l'architecture mais aussi dans les personnes, les systèmes et les connexions. J'aime donner du sens aux choses. C'est ce que Cassandra disait avant d'arrêter de dire quoi que ce soit de gentil. J'ai donc créé un cabinet de conseil. Je l'ai appelé Whittaker Consulting, simple, calme, mais ancré dans quelque chose de fort. Je n'étais pas thérapeute, je n'étais pas avocat, mais j'étais quelqu'un qui comprenait les dommages invisibles, la lente érosion de la valeur, le prix du silence. Ma première offre était une boîte à outils numériques quand l'accompagnement devient une phrase. C'était gratuit, un guide téléchargeable pour les personnes coincées dans des manipulations financières, comment suivre vos contributions, protéger vos comptes, repérer les signaux d'alarme dans votre propre récit avant que quelqu'un ne vous convainque qu'ils sont le fruit de votre imagination. C'est devenu viral tranquillement, comme mon blog. En 3 semaines, j'ai eu 40 nouveaux clients, non pas des clients, mais des personnes en quête de clarté, des hommes et des femmes, des étudiants et des retraités. Certains étaient coincés, certains avaient des cicatrices, certains étaient enfin prêts à recommencer, et je savais exactement ce que ça faisait. J'ai passé mes journées à aider les autres à retrouver leur propre valeur. Je passais mes nuits à lire des histoires qui reflétaient les miennes. Je n'ai pas réparé les gens, ce n'était pas mon travail.
Je les ai juste aidés à se souvenir de ce qu'ils avaient enterré pour survivre. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans peur, sans ce sentiment tenace d'inadéquation, sans la pression d'être suffisant pour quelqu'un qui ne me considérait que comme utile. Léo s'est rendu au bureau une fois et a regardé autour de lui le décor minimaliste, des lignes épurées, des bois chaleureux, pas d'encombrement. Il a souri et a dit, « Cela vous ressemble. » Cela signifiait quelque chose, car pendant si longtemps, rien dans ma vie ne me ressemblait. Cassandra a essayé de me joindre à nouveau, cette fois par l'intermédiaire d'un tiers, un ami commun qui m'a envoyé un message disant qu'elle avait des difficultés, qu'elle avait pris du retard dans ses frais de scolarité, qu'elle était émotionnellement dévastée par les retombées. Je n'ai pas répondu parce qu'elle ne cherchait pas à faire la paix. Elle cherchait un autre dépôt. C'est le problème avec les gens qui en utilisent d'autres comme des échelles, ils ne reconnaissent les dégâts que lorsque le sol disparaît. Et j'avais cessé d'être le sol. J'étais devenu autre chose, quelqu'un d'autre, parce que cette version de moi méritait d'être rappelée et non effacée. Il était plein d'espoir, courageux et généreux. Il ne savait tout simplement pas encore que l'espoir ne pouvait pas grandir dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand je m'asseyais à mon nouveau bureau en sirotant un café dans une simple tasse en céramique sans initiale dessus, je ne me sentais pas amer. Je me sentais libre, et c'était plus que suffisant. L'email est arrivé un lundi matin, enfoui entre une invitation d'agenda et une newsletter d'un magazine technologique. J'avais oublié de me désinscrire. De la ligne d'objets urgents, veuillez lire, c'était de Cassandra. Je fis une pause, le pouce survolant la souris. Mon instinct était de le supprimer, mais quelque chose m'a fait cliquer. À l'intérieur se trouvait une photo floue mais suffisamment claire. Un avis du service financier de son université, dernier avertissement, frais de scolarité en retard. Le solde total était d'un peu moins de 11 000 $. Sous la photo se trouvait une ligne, il pourrait me suspendre. J'espère que tu es fier. C'était tout. Pas de salutation, pas de contexte, pas d'excuses, juste du blâme, juste de la pression. Juste Cassandra qui joue toujours le rôle qu'elle avait perfectionné, victime de sa propre histoire, star d'une tragédie qu'elle avait écrite avec mon encre et mon argent. J'ai fermé le message. Pendant un long moment, je suis resté assis là, les mains repliées, la respiration lente. Il fut un temps où ce message aurait gâché ma journée, m'aurait envoyé dans une spirale de culpabilité, de doute, peut-être même d'action. J'aurais sorti la carte de crédit appelée par le registraire, je l'aurais réparée pour elle, mais je n'étais plus cet homme. Ce n'était pas de l'amour, c'était un moyen de pression, et j'avais déjà payé la rançon. J'ai donc ouvert mon dossier de bureau intitulé Reçu. À l'intérieur se trouvait un PDF soigneusement compilé, chaque paiement de scolarité que j'avais effectué depuis le jour où elle a été acceptée, mois par mois, date, montant, mode de paiement, chaque ligne marquée d'une petite note, payée par M. Whittaker. Cela totalisait 162 450 $. J'ai appuyé sur Répondre, j'ai joint le PDF, j'ai écrit une phrase, vous avez eu votre chance. Il s'agissait d'un prêt, pas d'une condamnation à perpétuité. Ensuite, j'ai cliqué sur Envoyer. Il n'y avait là aucune satisfaction, aucune joie. C'était comme fermer une porte qui claquait trop longtemps au vent. Juste la paix. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Tera. J'ai failli laisser tomber la messagerie vocale, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Répondis-je en gardant ma voix neutre. Miles, parlant, tu es incroyable. Dit-elle sans même un bonjour. Bonjour à toi aussi, Tera. Je ne sais pas ce que Cassandra a jamais vu en toi. Siffla-t-elle, tu es froid, tu es calculé, tu l'as puni pour une blague. C'était une blague d'anniversaire, Miles. J'ai presque ri. Une blague d'anniversaire vue par 12 personnes. 2 cadeaux et une humiliation à l'échelle du groupe. Mais bien sûr, appelons ça de la comédie. Vous gâchez son avenir. Elle se noie et tu restes assis là à ne rien faire. Je fais quelque chose. Dis-je calmement. Je refuse de me noyer avec elle. Tera resta silencieuse pendant un moment. Puis elle a changé de vitesse. Vous devriez savoir que nous consultons un avocat. Diffamation, atteinte à la vie privée. Vous n'aviez pas le droit de publier ces enregistrements. J'ai pris une inspiration. Dites à votre avocat de vérifier l'article 632 du Code de l'État. Une partie peut demander des enregistrements audio. Et dites-lui d'expliquer en quoi il s'agit de diffamation. Si tout est vrai,
plus de silence. Tu n'es pas un homme bien, Miles. Non, j'ai dit. Je ne suis plus ton paillasson. Cliquez. J'ai regardé le téléphone pendant un moment avant de le poser face cachée sur la table. Plus tard dans la soirée, je suis allé me promener. Le ciel était meurtri, avec les douces couleurs du crépuscule. L'air avait ce côté net qui signifiait que l'automne était enfin là pour de vrai. Je suis passé devant une librairie où j'avais l'habitude de récupérer des guides de référence pour les cours de Cassandra. Elle ne les avait jamais lus, mais elle aimait leur apparence sur ses photos d'études. J'ai continué à marcher. Sur un petit banc de parc, niché derrière une rangée d'arbres, je me suis assis et j'ai regardé les enfants courir dans un gymnase dans la jungle. Une femme à proximité a ri pendant que sa fille tirait sur son écharpe. C'était le genre de scène que j'imaginais moi-même, un avenir en famille des week-ends au parc, une joie sans engagement. C'est alors que mon téléphone a de nouveau sonné. Un autre message de Cassandra. Je ne voulais pas le lire, mais je l'ai fait. Tu serais un père terrible, froid, sans amour, vide. Tout comme ton propre père, elle savait exactement où viser. Ce n'était pas aléatoire. Elle avait lancé cette pierre avec précision. Ma relation avec mon père avait toujours été distante, tendue. C'était un homme tranquille, plus froid que les hivers, qu'il pelletait sans se plaindre. Nous parlions rarement. Quand je me suis marié, il m'a envoyé une carte, pas un appel. Quand j'ai remboursé son hypothèque après le décès de maman, il ne m'a même pas dit merci. Et pourtant, une partie de moi avait toujours eu peur de devenir lui. Ce message était destiné à réveiller cette peur, mais ce n'est pas le cas. Cela a fait autre chose. Cela m'a rappelé que l'amour ne se mesure pas uniquement par le sacrifice. J'avais tout donné, du temps, de l'argent, de la loyauté, de la confiance, et on me disait toujours que je n'étais pas assez, que je ne l'avais jamais été. Mais la différence, maintenant, je n'y croyais pas. Je n'étais pas vide. J'étais plein de limites, de leçons, de forces gagnées à mes dépens. Alors je l'ai bloqué, pas dans la colère, dans la paix, parce que la guérison ne vient pas toujours avec le pardon. Parfois, cela s'accompagne de silence. Et j'avais enfin récupéré le mien. 1 an plus tard. Je n'ai pas organisé de fête d'anniversaire, j'ai organisé quelque chose de mieux. J'ai appelé cela un rassemblement, un petit événement dans un espace calme que j'ai loué au centre-ville. Pas de musique forte, pas de décoration flashy, pas de surcompensation, juste un éclairage chaleureux, des tables propres, de la bonne nourriture et des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils le devaient mais parce qu'ils le voulaient. Je n'ai pas envoyé d'invitation traditionnelle. J'ai envoyé un message simple et clair, venez si vous vous êtes déjà senti comme un fardeau à cause de la profondeur de votre amour. Ce tableau est pour vous. Et ils sont venus. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années, des clients devenus amis, qui avaient trouvé leur voie grâce à notre travail ensemble, quelques visages familiers qui étaient autrefois restés silencieux pendant mon effondrement, se présentant maintenant avec un cœur ouvert et des excuses silencieuses. Léo fut le premier à arriver, tenant une bouteille de vin rouge et un sourire narquois. « Tu es toujours allergique au toast bruyant ?» demanda-t-il. « Seulement les faux. » J'ai souri en faisant teinter son verre. Le lieu avait de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Une cheminée crépitait dans un coin, plus pour le confort que pour la chaleur. Je portais un pull noir et un jean. Rien d'extraordinaire, juste moi. Au fond de la pièce, il y avait une petite pancarte encadrée qui disait « Nous ne reconstruisons pas ce qui vous a brisé. Nous construisons ce qui vous libère. » C'était devenu la devise de Whitaker Consulting, et j'en pensais chaque mot. Au cours de la dernière année, le travail s'est développé au-delà de tout ce que j'imaginais. Je ne me contentais plus de coacher, je parlais, j'animais des ateliers privés, je concevais des outils pour les personnes marchant sur la corde raide des partenariats émotionnellement manipulateurs. Nous avions des clients à travers le pays, certains internationaux, qui disaient « Votre histoire m'a aidé à comprendre la mienne. » Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je n'avais pas l'impression de maintenir la vie de quelqu'un d'autre ensemble. Je vivais enfin le mien. Après le repas, je me suis tenu devant la salle, non pas pour jouer, non pas pour expliquer, mais pour partager un court discours, sans notes. L'année dernière, on m'a dit que personne ne viendrait à mon anniversaire et ce n'est pas le cas. Pas une personne, pas un appel. Ce message est resté avec moi plus longtemps que je ne le pensais. Quelques têtes ont hoché la tête, mais ce qui m'est encore plus resté, c'est ce que j'ai répondu, juste un mot, compris. Et je l'ai fait.
J'ai compris les rôles que les gens attendaient de moi, le silence qu'ils avaient besoin que je garde, la forme dans laquelle j'étais censé me rétrécir. J'ai tout compris et puis j'ai laissé tomber. J'ai fait une pause pour le respirer. Dans Ici, je n'ai pas envoyé d'invitation, j'ai envoyé des limites, et si tu es là ce soir, c'est parce que tu les as vues et que tu as choisi de frapper quand même. Pour cela merci. Des applaudissements, chaleureux et humains. Ensuite, une jeune femme avec qui j'avais travaillé s'est approchée de moi. Elle était dans la vingtaine, récemment divorcée, autrefois convaincue quelle était la raison pour laquelle tout avait mal tourné. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas fou. Elle a dit, tu ne m'as pas réparé, tu m'as juste rappelé que je n'ai jamais été brisé. Cela m'a presque fait pleurer. Je me suis tenu à l'extérieur de la salle après que tout le monde soit parti, laissant l'air nocturne me rafraîchir le visage. La ville bourdonnait doucement autour de moi. Les voitures passaient, les lampadaires clignotaient, mais en moi le calme. Pendant des années, j'ai recherché la paix et l'approbation de quelqu'un d'autre. J'avais fait des pieds et des mains, espérant être vu, aimé, respecté. Et plus je me penchais fort, plus il leur était facile de m'enjamber. Pas plus, je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais pas besoin que Cassandra s'effondre, que Terra admette quoi que ce soit, ou même que le monde choisisse son camp. J'avais choisi le mien. Je suis retourné à mon appartement, à ma maison, à mon espace. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de livres et d'œuvres d'art que j'aimais vraiment. Un petit coin a été aménagé en studio d'enregistrement pour mes cours en visio. Mon bureau faisait face à une fenêtre où le soleil entrait chaque matin comme un nouveau départ, et sur l'étagère au-dessus de ce bureau se trouvait une plaque en acier. Ce n'était pas grand, juste assez. On pouvait y lire, devinez, qui n'aura pas encore 12 ans. Une blague privée, un rappel du cadeau du clown, l'humiliation, l'anniversaire qui a brisé quelque chose. Maintenant, ça m'a fait sourire parce qu'ils avaient raison. Je n'avais plus 12 ans. J'avais enfin grandi, non pas pour devenir l'homme froid et sans amour qu'on essayait de me décrire, mais pour devenir quelqu'un de réel, quelqu'un à part entière, quelqu'un qui ne suppliait pas d'être choisi, parce que maintenant, enfin, je m'étais choisi.